Écran large avec Thierry Genovese. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art. Chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Bonsoir à tous, ce soir on est avec une de mes préférences féminines physiques dans le monde artistique français, avec Stéphane Audran. J'ai nommé Evelyne Dress, elle a joué dans différents films qui ont marqué le grand et le petit écran. Elle est comédienne de théâtre, de télé, de cinéma, réalisatrice, productrice et scénariste, et artiste peintre, décidément une artiste complète. Elle est d'une polyvalence de l'art au grand sens du mot. Elle est romancière, elle raconte de belles histoires d'amour et autres. En tout cas, très heureux de la voir en chair et en os. L'amour que j'ai pour elle restera secret, car je suis tellement pudique que je n'oserais lui dévoiler la flamme qui brûlait en moi à l'époque. On va juste l'écouter, nous raconter ses œuvres artistiques colorées de différents faits précieux qu'elle va nous conter de ce pas. Vous allez entendre la BO de Out of Africa, composée par John Barry en 1985. Bonsoir Evelyne, merci d'être interviewée sur Radio Shalom. Merci à vous Thierry, ça me fait très plaisir. De même. Où êtes-vous née exactement vous ? Je suis née à Lyon, dans le train, en gare de Lyon-Perrache. Mon père a dû tirer la sonnette d'alarme parce que ma mère voulait accoucher à Grenoble. Mes parents habitaient Paris, et donc ils ont pris le train. À l'époque, ce n'était pas un TGV, aller à Grenoble prenait un certain temps, et donc je suis venue en avance, et donc voilà, ma mère a eu des contractions, mon père a tiré la sonnette d'alarme, il y avait un médecin dans le train qui a accouché ma mère, et ensuite nous avons été transportés, elle et moi, dans un hôpital qui était l'Hôtel Dieu. Aujourd'hui c'est un endroit merveilleux, l'Hôtel Dieu. Il faut que j'y aille d'ailleurs en repérage. Donc à l'Hôtel Dieu, qui à l'époque était un hôpital tenu par les religieuses, et les religieuses, lorsqu'elles m'ont vue arriver, se sont écriées: oh, le beau bébé que le bon Dieu vous a donné, madame. Voilà. Et donc moi je me suis toujours prise pour une fille de Dieu. Ah, c'est bien. Et comme mon père était aussi un Dieu pour moi, donc tout va bien. Ah, c'est bien ça. Quelle chance. C'est pas mon cas. Votre formation écolière, elle se passe bien ? Oui, j'ai été toujours une petite fille, une jeune fille, très studieuse, très sérieuse. Voilà, je n'ai pas fait de hautes études parce que, arrivé au bac, j'en avais assez. Je voulais devenir comédienne, mais je ne savais pas comment. D'accord. Et donc, vous voulez que je vous raconte ? Oui, avec plaisir. Au contraire, on est là pour ça. Donc, j'ai pas voulu poursuivre. Mon père, qui était très inquiet, mon père tailleur sur mesure, qui aurait rêvé que je fasse des études, évidemment, m'a mise à payer, le pauvre, à payer une école de sténodactylo pour que je sois secrétaire de direction. Il espérait quand même. Et mon frère fréquentait un garçon qui venait à la maison jouer de la guitare, et lui qui passait le concours du centre de la rue Blanche. Alors je lui ai dit: comment je fais, comment je pourrais faire, etc. Et donc il m'a indiqué 2 scènes
à travailler. Le jeu de l'amour et du hasard et Marianne, dans les caprices de Marianne. Alors donc j'ai appris 2 scènes et je me suis présentée au concours 5 jours avant la clôture des inscriptions et j'ai été reçue du premier coup. Tandis que le camarade, lui, ne l'a pas été. Voilà, je me suis fait donc un ennemi mortel. Parce que un concurrent. Un concurrent qui m'avait dit, oh, de toute façon, tu ne seras pas reçu, puisque je n'avais pas j'avais pas suivi de cours ni rien du tout. Il m'a dit, tu ne seras pas reçu, mais au moins tu sauras comment ça se passe. Et voilà. Et je suis rentrée et j'ai abandonné donc la sténodactyle. Et j'ai fait 3 années au centre de la rue Blanche, très, très studieuse, et j'ai appris mon métier, et j'ai aussi appris la vie dans le métier, car c'était quand même assez âpre. Oui, on voit toujours ce métier comme un beau métier, mais c'est pas évident. C'était la promotion qui a réussi, d'ailleurs. Il y avait Francis Huster, Jacques Weber, Colline Serrault, Evelyne Buil et beaucoup d'autres encore. Voilà. Très bien. Ce ne sont que vos formations professionnelles du début? Vous avez commencé de suite au théâtre? Ou vous avez fait des petits boulots? Non, j'ai tout de suite été comédienne. De suite. Même avant de sortir du centre de la rue Blanche, j'ai commencé à jouer au théâtre. Et donc j'ai eu une belle carrière de théâtre. De suite du classique aussi? Oui, j'ai joué Le Marchand de Venise de Shakespeare avec Claude Dauphin. J'ai eu une critique dithyrambique de Jean-Jacques Gaultier. À l'époque, c'était le critique qui faisait la pluie et le beau temps. Et puis, au bout de 10 ans, je me rendais bien compte que j'avais beau jouer de grands textes, être salué par la critique, ça ne me faisait pas connaître du grand public. Alors j'ai commencé à refuser un peu les propositions de théâtre. Et grâce à Dieu, les propositions de cinéma sont arrivées. Et donc j'ai tourné dans Elle boit pas, elle fume pas, mais elle drague pas, mais elle cause. Votre premier rôle, c'est lequel précis? Un petit rôle, un moyen, de suite un gros rôle? Oui, j'ai fait aussi de la figuration, parce que moi, venant du théâtre, mais d'une famille qui n'était absolument pas dans le métier, il fallait donc que je rencontre des gens, que je m'impose dans ce métier, ce qui était absolument pas évident. Je savais vraiment pas comment on commençait. Il fallait déjà avoir des dents de requin à l'époque? Oui, bien sûr. Il fallait se battre. Oui. Enfin, je ne les ai jamais eues. J'ai toujours donné l'impression que j'étais une battante, un lion, puisque je suis lionne. Elles sont battantes. Oui, mais en vérité, je suis plus vierge de mon ascendant, quelqu'un d'introverti. Alors, évidemment, si vous me mettez dehors, à l'extérieur de chez moi, je ne vais pas montrer que j'ai peur, que je suis timide, etc. Je vais faire semblant. Bien sûr. Mais je suis une timide maladive. Voilà. D'accord. Donc votre premier contrat artistique, c'est quoi? C'est le théâtre? Oui. Donc c'est quelle pièce là? Je pense que c'est un cycle Molière. D'accord. J'ai joué dans Le Misanthrope. Voilà, sur Paris? Oui, c'était au théâtre Daniel Sorano à Vincennes. D'accord. Voilà, ça c'est Et là, vous jouez combien de temps au théâtre avant d'avoir votre premier rôle au cinéma? Pendant 10 ans. Oui, c'est ça. Oui, j'ai joué des choses très importantes au théâtre. Super. Mais oui, donc, il a bien fallu 10 ans pour qu'on me repère. Et notamment, Patrick Schulman m'a repéré au théâtre. Je jouais une comédie musicale qui s'appelait Planton sous la suie au Café de la Gare. D'accord. Avec toute l'équipe du Café de la Gare. D'accord. Et Patrick Schulman est venu voir le spectacle et m'a proposé La tendresse bordel. Voilà. D'accord, c'est là que ça démarre. Oui. Quelque part, c'est un peu avec ce film-là que ça démarre? Oui, c'est ce film-là qui a tout changé. C'est-à-dire que, comme je vous dis, pendant 10 ans,
J'ai joué au théâtre. Toutes les critiques ont toujours été assez dithyrambiques. Mais cela dit, le grand public ne me connaissait pas, le métier ne me connaissait pas non plus, sauf une niche. Voilà, qui s'intéresse au théâtre. Bien sûr. Et la tendresse bordel a évidemment tout fait changer, puisque du jour au lendemain, on me reconnaissait dans la rue. Et on se rappelle de la scène dans la piscine de Monsieur Bidot, oui. qui a le sexe qui tourne là. Oui. C'était trop rigolo. Enfin, c'était à l'époque. C'était qui le réalisateur d'ailleurs, ça je me rappelle. Patrick Schumann. C'est ça, on est d'accord. C'était pas rien à voir avec le chanteur. Hein. Non. Parce qu'il y a un chanteur qui s'appelait comme ça. Pas Mort Schumann, un autre. Hein. Alors, avec qui, justement, avez-vous gardé, dans les années, on va dire, dans la longueur, ou peut-être plus court à l'époque, d'affinité dans le milieu du 7e art? Vous avez gardé des amis, vous? Non, c'est pas que je n'ai pas gardé, c'est que je n'ai pas entretenu. D'accord. Je sais pas pourquoi, c'est assez inexplicable. Je ne vis pas dans le métier, entouré de gens du métier. Mes amis sont ailleurs, voilà. C'est comme ça. Je n'aime pas, par exemple, quand j'adore jouer au théâtre, mais je n'aime pas quand la pièce est terminée, aller au resto et puis refaire la pièce. C'est-à-dire qu'on ne sort jamais de son travail. Vous partiez, vous? Moi, vous partez si vous en... C'est comme ça que, du coup, je n'ai pas entretenu mes relations avec les comédiens. Aujourd'hui, c'est encore autre chose, parce que je suis plus derrière la caméra, et donc mes camarades sont davantage des réalisateurs que des comédiens. D'accord. Vous allez entendre la BO de Gladiator composée par Hans Zimmer en 2000. Comment dirige-t-on Evelyne Dress au cinéma, justement? Oh, c'est très facile. Et peut-être serait-ce encore plus facile aujourd'hui, dans la mesure où je sais ce que c'est que de diriger un plateau. Et donc, mais j'ai toujours été très docile et j'ai... Dans l'écoute? Oui, dans l'écoute, et comme un peu les enfants à l'école, c'est-à-dire qu'on veut faire plaisir à sa maîtresse, et là, on veut faire plaisir à son réalisateur, et qu'il vous trouve la meilleure possible. Donc, on veut l'étonner, voilà. Et j'ai toujours eu de très très bons rapports avec les réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé. J'ai aimé ça, j'ai aimé être dirigée. Ensuite, plus tard, maintenant, j'adore diriger les autres acteurs. Et voilà, c'est... Ouais, c'est ce que vous ressentez, quoi. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Mais vous avez tendance à discuter avec le réalisateur, à changer vos textes, ou si ça passe pas ou... Non, il y a des comédiens qui ont besoin qu'on leur explique, qu'on décortique le rôle. Ils intellectualisent un peu les choses, peut-être avant de les rendre, de se les approprier et de les rendre avec le plus naturel possible. Mais moi, je ne suis pas de ces comédiens-là, je suis plutôt une instinctive, et donc, avec moi, la première prise est souvent la meilleure, la bonne. Donc, et je... Comme Clint Eastwood. Ah oui, je suis ravie de l'apprendre. Elle dit souvent une prise, pas plus. Oui, parce que c'est la spontanéité, quoi. C'est ça. Et donc, moi, en général, ça me réussit. Alors, ce qui est difficile, c'est quand vous avez en face de vous un comédien ou une comédienne qui ne fonctionne pas de la même manière et qui, elle ou lui, a besoin de plusieurs prises avant d'être
bon. Bien sûr. Voilà. Ah ouais. Et alors vous perdez de votre fraîcheur en même temps. Bon, Exactement. voilà, c'est compliqué, quoi. Ah oui, parce que quand on voit Woody Allen qui fait répéter 15 fois la prise, c'est vrai qu'à la fin, à mon avis, il y a plus de fraîcheur, comme vous dites. Hein. Ouais, je sais pas, parce qu'en tout cas, les films de Woody Allen, on a l'impression que ces comédiens sont très, très bien dirigés. Alors, Ouais, pas tous. Mais bon, c'est mon choix. D'accord. Vous avez été réalisatrice, vous l'êtes encore sûrement. Expliquez-nous comment, alors vous dirigez gentiment les comédiens, vous venez de nous le dire, mais comment vous voyez-vous un film? C'est vous écrivez le scénario, vous vous occupez de tout de A à Z quand vous réalisez, vous? Ben oui. Vous laissez rien au hasard, je veux dire. Non. Voilà. Non. Et sur mon film, qui était donc mon premier, pour le moment le seul, j'ai réalisé des clips de chansons, mais c'est le seul long métrage que j'ai réalisé, Pas d'amour sans amour, avec Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte, Michel Duchossois, Jean-Luc Bidot, Aurore Clément, Dora Dole, Pascal Rocard, Valérie Stéphane, Cécile Pallas, Tania Lopère, Jacques Penaud, Thierry Rey, Coralie Serig, et je jouais le rôle principal. Je les cite tous parce que je les remercie encore aujourd'hui de m'avoir fait confiance. C'était formidable. C'était des comédiens qui avaient une véritable maturité, qui travaillaient beaucoup, et ils ont ils ont accepté de tourner avec moi. Et donc, moi, j'adore faire ce métier de réalisatrice. D'abord, la principale qualité pour réussir un film, c'est de bien choisir ses comédiens et donc qu'ils soient les meilleurs possibles pour interpréter le rôle. En vérité, ce n'est jamais, presque jamais, le comédien ou la comédienne auquel vous avez pensé qui va finalement faire le film. Mais une fois que c'est lui, ce doit être lui. Et il doit s'approprier le personnage. Et donc, tout ce qu'il m'apporte est un plus, c'est un bonus. Moi, je pense qu'un acteur ne se trompe jamais sur son rôle. Et s'il me fait des suggestions, je suis prête à les entendre et à les accepter. Parce que je suis sûre qu'il a raison. Voilà. Pour son personnage. Et en tout cas, je pense que c'est un vrai bonheur de tourner avec moi parce que je sais regarder. Oui, puis vous avez quand même été comédienne. Oui, et j'ai aussi manqué souvent du regard du réalisateur. Parce que les réalisateurs ont souvent peur des acteurs. Sont des bêtes curieuses, les acteurs. On ne sait pas trop par où ça commence et comment les prendre. Alors ça, c'est justement un travail que j'aime faire, qui demande beaucoup de psychologie, de pédagogie, et il faut les aimer, et il faut qu'ils se sentent aimés. Il faut qu'ils se sentent regardés, et comme ils ont la même attitude que moi lorsque je suis comédienne, c'est-à-dire ils ont besoin de vous épater, de sentir que vous avez été heureuse de les voir faire. Voilà. Bien sûr. Et alors, comment vous avez trouvé le budget à l'époque, par exemple? Ça a été une bagarre aussi, il a fallu... Bien sûr. D'abord, je n'ai pas trouvé de producteur, pour commencer. D'accord. Parce que c'était un film assez décoiffant pour l'époque. C'est l'histoire d'une femme qui n'a pas fait l'amour depuis 3 ans, parce que 3 ans avant, elle était amoureuse d'un homme qui l'a laissé tomber. Elle a mis tout ce temps-là à s'en remettre, elle commence un peu à dysfonctionner. Elle va voir son gynéco lui dit « Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut réactiver ». Alors elle sort dans la rue, elle regarde tous les hommes qui passent et elle dit « Ça va pas être de la tarte ». Et donc le film démarrait chez le gynécologue, les pieds dans les étriers. Alors vous imaginez, à l'époque on n'avait pas fait les monologues du vagin, toutes ces choses-là. Bien sûr. Et donc c'était un peu curieux pour les producteurs de l'époque. Et donc j'ai dû créer ma société de production et monter mon film moi-même. Qui s'appelait? Ma société s'appelle SED
c'est pas très original, c'est mes initiales. Non, mais Société Evelyne Dress. elle est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte. Ah, Oui. donc, Oui. possible que vous fassiez un autre film. Ben, j'espère bien. Ah bah oui, Oui. pas de raison. Hein. On vous souhaite. Alors, vous tournez moins qu'avant en tant que comédienne. Oui. Est-ce que vous aimeriez encore tourner? Si oui, et comment, qui, quoi? Ah oui. Quel est votre choix en ce moment là? À qui vous aimeriez tourner là? En réalisateur, hein, je parle. Oui. Écoutez, justement, on évoquait Woody Allen, je veux bien qu'il m'appelle. Vous parlez anglais d'ailleurs? Bah, c'est bien. Non, mais ça fait rien, ça se travaille. Parce que Dujardin n'aime pas l'anglais et il a tourné aux États-Unis. Bien sûr. D'ailleurs, je me disais que j'allais peut-être finalement écrire à Woody pour lui dire tiens. On est plus le style à Clint Eastwood peut-être. Vous avez un côté Meryl Streep. Ah ouais? Ouais. Oui, bon. Et comme il est. Oui. Il s'entend bien avec. Donc. Oui. Et justement, elle l'a dit comme vous. Oui. C'est une femme qui est hors du système. Oui. Elle ne marche pas dans le. Puisqu'elle a expliqué, d'ailleurs, je viens de lire sa bio de 850 pages, et il a fallu qu'il l'appelle et il a fallu être convaincant, parce qu'elle était. Comme elle est hors système, elle se dit mais comment Clint Eastwood m'appelle alors qu'ils savent très bien que je suis pas dans. Et c'est vrai que souvent le soir, quand elle avait fini de tourner ou l'après-midi ou le matin, elle partait revoir sa famille, elle restait pas avec l'équipe. Et donc ils se sont aperçus qu'elle était aussi timide sûrement, mais en même temps elle avait besoin de s'extérieur, de sortir de ça. Donc c'est un peu vous, hein. Oui, écoutez, elle a fait justement un film qui raconte bien. C'était La maîtresse du lieutenant français, Par exemple. et où il y avait une histoire d'amour qui se construisait sur le tournage, mais un tournage c'est une bulle, c'est comme des vacances, Bien sûr. c'est pas la vraie vie. Non. Et donc si on... Et il faut être dedans. Oui, bien Il sûr. faut être dedans cette bulle. Il faut être dedans le temps que ça dure. Mais souvent les comédiens confondent entre leur propre histoire et l'histoire du film. Et c'est comme ça qu'on tombe amoureux du personnage C'est aussi les beaux. qu'on embrasse dans les scènes, etc. Mais sorti du film, on se retrouve avec le partenaire comme conjoint et ça marche pas forcément. Voilà. Ce que nous disait Véronique Jeannot il y a 2 mois, je l'ai interviewée. Ouais. C'est comme ça qu'elle est tombée amoureuse de Gérard Lanvin Ouais. sur Tir groupé. Ouais. Elle est restée 2 ans et après, pour X raisons, elle s'est séparée. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a dit que sur ce film, évidemment, Lanvin, il est toujours aussi beau d'ailleurs, hein, c'est un beau garçon encore. Hein. Il est magnifique. Voilà. Et j'aime aussi l'homme. Oui, voilà, le L'homme. personnage Oui. qui est aussi un peu sauvage, Oui, tout à fait. qui se laisse pas manœuvrer dans le système. Ça me plaît beaucoup. Ça vous plaît beaucoup. Oui. Ben, ça tombe bien. Lui, c'est ce qu'il aime aussi. Alors, vous avez joué au théâtre. Expliquez-nous, pour vous, votre meilleure pièce, avec qui vous avez joué, que vous êtes senti. D'abord, combien de temps vous avez joué la pièce? La pièce que vous avez aimée, hein? Le plus. J'ai beaucoup aimé, ça a duré plus d'1 an, jouer Le Marchand de Venise avec Claude Dauphin, parce que Claude Dauphin, dans le rôle de Shylock, c'était quelque chose d'énorme. Mais j'ai beaucoup aimé aussi L'Argot Desolato de Václav Havel, le président Václav Havel, qui avait écrit une pièce pour raconter sa propre histoire entre sa femme et sa maîtresse. Donc ça, c'est un spectacle que j'ai joué au La Bruyère. Vous avez joué combien de pièces, grosso modo? Une dizaine, je pense. Oui. Pas des moindres, donc des classiques, pas faciles. Grands textes. Ouais. Vous avez cette facilité d'absorber le texte? Ou il faut relire plusieurs fois, beaucoup de fois? Oui, non, j'ai aucune facilité, j'ai pas beaucoup de mémoire. Vous bossez beaucoup. Il faut beaucoup travailler. Ouais. Bon, et puis un spectacle surtout que j'ai monté et produit et joué au Bataclan avec Rufus, qui s'appelait Le Boucher. J'aime bien cet homme, moi. Ouais. Il est gentil dans la vie? Je veux pas vous dire que... Non, mais c'est un vrai gentil. Oui. Ouais. Et donc... il y a, comment dire, c'était un spectacle encore novateur, car c'était un texte érotique paru au Seuil, et qui avait été un best-seller. Et donc, quand moi je l'ai lu, j'ai trouvé que ce texte était magnifique, absolument. Et j'ai eu envie de dire les mots
du texte à voix haute. Alors c'était aussi assez décoiffant pour l'époque. C'était dans les années 90 et encore une fois, on n'avait pas monté les monologues du vagin. Et donc moi, je sors toujours des sentiers battus. Voilà, c'est ça. C'est bien. C'est peut-être ça qu'on peut aussi me reprocher. C'est super. Parce que je fais des choses peut-être un peu trop en avance. C'est pas une manière de me vanter de dire ça. Non, C'est plutôt pas du tout. parce que le talent, ce n'est pas d'être en avance, c'est d'être là au bon moment. Et Au bon endroit. au bon endroit et au bon Oui. moment. Or, il se trouve que je suis toujours un petit peu avant. Alors, donc, c'est pas exactement ce qu'il faudrait. Vous allez entendre la BO du film Les Chariots de Feu, composé par Vangelis en 1981. Alors vous avez tourné avec les plus grands, avec qui vous entendiez vraiment le mieux sur un tournage? Ah, vous me posez des questions pièges. Parce qu'il Non, mais faut que... par exemple, on va prendre un exemple, allez on revient, parce que évidemment j'adore Jean-Paul Belmondo. Comment ça se passe avec Jean-Paul sur le solitaire, avec Michel Creton, Oui, dans cette scène où vous êtes la patronne de la boîte de nuit? ouais. Comment, d'abord, combien de temps? Comment ça se passe? Est-ce que vous voyez Jean-Paul avant? Creton aussi? Alors, je vais vous dire. Expliquez-nous. Jacques Deray, oui, réalisateur, réalisateur Jacques qui avait Deray. déjà beaucoup tourné avec Delon et Jean-Paul. Alors, j'étais un Belmondo. soir dans un restaurant Expliquez-nous, c'est intéressant. et il y avait à une table non loin de la mienne Mhm, Jean-Paul mhm. Belmondo et je le revois avec 2 ou 3 autres hommes, mais je ne me souviens plus qui ils étaient. Mais évidemment, si vous êtes dans une salle avec Jean-Paul Belmondo, vous le regardez, il attire votre regard. Évidemment. Et donc, je le voyais dire à ses voisins de table, elle est belle. Quel dragueur. Non. Je rigole. Et il le disait pas pour Non, me non. draguer, je le voyais sur ses lèvres, je lisais sur ses lèvres Bien sûr. qu'il me trouvait belle. Bon, et quelques temps plus tard, j'ai été appelée pour faire un rôle dans le film. Mais vous avez reconnu en tant que comédienne. Alors peut-être, je Ça, vous n'ai ne pas, le savez pas. je ne sais pas, je ne lui ai D'accord. jamais demandé d'ailleurs parce que tout simplement, je ne sais pas si je vous l'ai dit à l'antenne Non, déjà, non, ou allez-y, pas, dites-moi. je suis très timide Oui. et je ne vais pas rentrer dans des discussions de ce genre avec un monsieur que j'admire. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 comédiens, Mhm. entre autres, Que vous aimez. que j'aime pour leur façon de se comporter avec une actrice qui n'est pas à leur hauteur, c'est-à-dire qui n'est pas aussi connue qu'eux. Mhm. C'est Jean-Paul Belmondo et Michel Piccoli. Voilà. Ce sont 2 Personnages. 2 êtres exceptionnels qui vous laissent votre place. Et si je Pourquoi? Parce que en fait, ils sont sur 2. Oui. Ils n'ont pas besoin, On ils peut brillent trouver. naturellement. Absolument, sans doute, vous avez raison. Mhm. Je prends un exemple. Un jour, je suis appelée pour passer une audition devant Robert Hossein et qui montait un spectacle avec Jean-Paul Belmondo.
Et donc j'arrive et Robert Hossein nous présente et Evelyne Dresse, je ne sais plus, Jean-Paul, Evelyne Dresse, et il me dit, oui, je connais Evelyne, nous avons tourné ensemble. Alors, cette phrase dit beaucoup de choses. Il aurait pu dire, elle a tourné avec moi. Non, nous avons tourné ensemble, c'est-à-dire qu'il m'a mise à la même hauteur que lui. Et ça, c'est absolument incroyable, formidable, j'adore. C'est d'une grande générosité. Voilà. Non, c'est la classe. Et en ce qui concerne Michel Piccoli, nous avons tourné un film qui s'appelait Le Divorcement de Pierre Barou, qui était un très joli film. Et Pierre Barou, qui est peut-être le papa Olivier Barou? Non, rien à voir. D'accord. Hein. Pour le public. Hein. Pierre Barou, c'est le chanteur. D'accord. Et voilà, ami de Claude Lelouch. D'accord. Et à l'époque, il avait adopté la manière de tourner de Claude Lelouch et beaucoup de choses en improvisation. Et donc, j'avais une scène, notamment dans une voiture. Nous sortions, Michel Piccoli et moi, d'une réunion de parents d'élèves. Nos enfants allaient ensemble à l'école. Et Michel Piccoli, marié à Léa Massari, allait divorcer d'avec elle. Et donc... Léa Massari, petite parenthèse pour le public, c'est aussi la pauvre dame qui tombe dans Peur sur la ville au début, qui est défenestrée au début de Peur sur la ville. Hein. Bon. Mais c'est aussi une immense actrice. Par exemple. Et d'une grande beauté. Ouais. Merveilleuse, qui s'est retirée elle aussi, car elle ne fréquentait pas beaucoup non plus le monde du cinéma. C'est ça. Elle préférait aller aux champignons. J'ai fait 3 films au moins avec elle. Et c'est quelqu'un que j'adore. Et voilà. Alors, en tout cas, dans la voiture, Michel Piccoli me propose de me raccompagner. Et nous sommes donc tous les deux dans la voiture. Et moi, un peu coquette, je porte des lunettes dans le rôle. Et je propose à Pierre Barou, tu sais, je pense qu'une femme qui drague comme ça un petit peu, qui veut paraître, ne met pas ses lunettes. Alors, si tu veux bien, je jouerai avec, comme ça, j'aurai mes lunettes à la main, mais je ne les mettrai pas sur mon nez. Il dit, oui, d'accord, tu as raison. Et donc, c'était une très très longue scène, dans laquelle je m'étonnais de ce que Michel Piccoli et Léa Massari avaient décidé de divorcer. Donc je posais des questions, etc. Et on sentait derrière tout ça qu'en fait, cette femme un peu bourgeoise se demandait comment on pouvait divorcer. Elle espérait avoir des réponses. Et donc, j'avais comme ça des silences entre 2 interrogations. Et à un moment, Michel Piccoli me dit « Mettez vos lunettes pour voir ». Voilà. C'était dans l'impro. Hein. Et donc, alors, ça vous a rassuré? Non, j'ai mis les lunettes. Je dis « Oh, c'est une petite myopie, vous savez ». Et donc, là... Michel Piccoli aurait pu faire basculer la séquence à son avantage et continuer à parler et à tirer la couverture à lui, pas du tout. Il m'a laissé faire, il m'a laissé jouer ce rôle de femme coquette qui met les lunettes, etc., qui parle de son mari, qui vote comme lui, etc. etc. Voilà, la petite bourgeoise de province que j'interprétais. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais c'est la manière dont je l'interprétais. Voilà. Et donc, pour dire que Michel Piccoli est un très grand acteur, un très grand camarade et un gentleman, absolument. Il est resté à ce jour un bon camarade? Non, c'est pas qu'il soit resté, c'est que je n'ai pas fréquenté Michel Piccoli en dehors de ce tournage. Et d'ailleurs,
lorsque je le croise, je n'ose même pas aller vers lui parce que je me dis, bon, il doit même pas savoir qui je suis. Voilà. Oh, vous êtes bien modeste. Mais oui, mais c'est comme ça. C'est beau, bravo. C'est dommage, oui. Eh ben, je vais vous annoncer une bonne. Je viens de le voir au Festival de Cannes avec Patrice Lecomte. Ah, super. Et j'adore Patrice Lecomte et je lui ai demandé une interview. Il m'a dit, écoutez, pas en ce moment, parce qu'il devait démarrer un film avec Monsieur Delon. Oui. Et Juliette Binoche, et apparemment ça stagne, apparemment ça se fait pas. Ah bon? Parce que Monsieur Delon, vous avez vu, Ben oui. il a des petits soucis quand même. J'adore Alain Delon. Vous l'avez rencontré? Oui, j'ai déjà. Il vous aimait bien? Oui, beaucoup, beaucoup. Ah, C'est Qui ne vous aurait pas aimé? Oui, peut-être. Mais à l'époque, je ne savais pas que je pouvais être aimable. Donc, D'accord. Par contre, vous avez un point commun avec Jean-Paul. Ouais. Vous avez tous les deux des bouches bien charnues. Ouais. Mais la mienne l'est moins qu'avant. C'est dommage. Ouais, parce que c'est marrant parce que vous faites partie, comme Julia Roberts, Ouais. des personnages qui sont marquants déjà avec Grâce à leur bouche. Oui, oui, vous avez raison. C'est marrant. Hein? Et Léa Massari aussi avait une bouche très sensuelle. Exact. Ouais. Exact. Ouais. Vous écrivez aussi des romans. Comment et comment ça se fait? Pourquoi d'un seul coup vous avez écrit? Ça vous a pris comme ça ou? Alors, j'ai commencé par écrire un scénario de film, puisque j'ai écrit On est d'accord? Pas d'amour sans amour. On est d'accord? Et avant même que le film ne sorte, il se trouve qu'il y a un éditeur de chez Plon D'accord. qui a vu le film, qui m'a demandé à lire le scénario Bien sûr. et qui m'a proposé d'écrire, m'a demandé si j'avais des idées de romans et si j'avais envie d'écrire. Alors, moi, je ne savais pas si j'en étais capable. J'avais des idées, bien sûr, des choses que j'avais déjà écrites, préparées, des synopsis, etc. Et donc, j'ai proposé plusieurs idées. Voilà, ils en ont choisi une, chez Plon. Et puis une deuxième ensuite, et une troisième. Enfin voilà, j'ai écrit 3 romans pour Plon qui sont sortis chez Pocket, en poche. Et puis la direction de Plon a changé. Olivier Orban est parti. Je me suis retrouvée... un peu le bec dans l'eau. Pas le bec dans l'eau, mais orpheline. D'accord. Orpheline de mon directeur littéraire. Et voilà, et puis maintenant je suis chez... C'est un plus petit éditeur, mais qui se nomme Glyph, les éditions Glyph, qui est un éditeur parisien, et avec lequel chez lequel j'ai publié plusieurs romans. Donc vous êtes à votre combien de romans là? 6e. Voilà. D'accord. En tout cas, vous êtes beaucoup lu par la communauté, puisqu'il y a 2-3 personnes qui m'ont dit, si tu la vois, dis-leur que il y a une Fabienne Bitoun, je ne sais pas si vous avez vu, qui commande beaucoup et qui a lu tous vos livres. Elle m'a dit, j'adore cette femme. Oui, vous l'embrasserez pour moi. Effectivement, c'est une de mes lectrices fidèles qui regrette beaucoup que je ne vienne pas à Nice dédicacer. Hein. Vous n'êtes pas invité au Salon de Nice? Mais non, je ne sais pas ce qui se passe depuis plusieurs fois. Je ne suis pas invitée, mais peut-être que Christian Giraud entendra cette émission la prochaine fois. À Nice, c'est ce monsieur qui s'occupe de... Oui, du salon. Parce que vous savez qu'on interviewe M. Estrosi de temps en temps, on peut lui glisser un mot. Ah oui. Mais en tout cas, voilà. Et oui, je suis heureusement beaucoup lue, et pas seulement par la communauté, mais il est vrai que je suis très heureuse d'être lue par la communauté, puisque la question juive traverse tous mes romans. C'est un de mes thèmes. D'accord. C'est quoi être juif? Où est le problème? D'accord. Donc voilà. Alors les lieux changent, les histoires changent, bien sûr. Les époques changent. Les tournesols de Jérusalem se passent à la fin du 19e à Paris, au début du 20e à Jérusalem. Le rendez-vous de Rangoon se passe en Birmanie, mais à Rangoon il y a une synagogue. Les chemins de Garveline, c'est mon histoire paternelle, du côté paternel, puisque ça se passe en Pologne. Et vous avez des origines polonaises? Oui, polonaise par mon père, hongroise par ma mère. D'accord. Voilà. Donc je suis polonaise comme
Mylène de Mongeau, Ah bon? oui, qui est née à Nice Oui, et qui a des origines polonaises, mais pas mais juive. pas juives. Oui. Vous avez des origines juives? Ah bah, je suis juive. Je ne savais pas. Eh ben écoutez, c'était un pur hasard. Oui. je, Le hasard fait bien les choses. je pensais que vous le saviez, que c'était Non. pour ça que vous m'interviewiez. Pas du tout. Alors là, vous voyez, non, parce que justement la communauté c'est très bien. J'ai un patron qui est israélien et qui est ouvert et qui est ouvert à tout le monde. Hein. Oui, oui, bien sûr. Malgré que je lui demande de temps en temps d'avoir Patrick Timsit, j'aimerais bien, et Alain Chabat, mais ça ne serait tardé. Ah, J'aime bah, bien écoutez, ces deux personnages. Chabat, je le trouve absolument extraordinaire. Je ne le connais pas, mais vous pourrez lui dire combien je l'aime. Ah bah, avec plaisir, j'espère que je le verrai. Voilà. En l'occurrence, aux États-Unis, Ben Stiller, Ouais, que j'adore. ouais. Je trouve un très bon réalisateur. Aussi, même s'il est très bon comédien, mais très bon réalisateur. Alors, j'ai vu que vous peignez. Ouais. Pourquoi, comment ça a démarré aussi, cette idée créatrice? Alors, ça m'est venu après une expérience assez douloureuse Ah, d'animatrice à la télé et à la radio. sur quelle radio? C'était Europe numéro 1 D'accord, et Antenne 2. C'était en même temps. d'accord. Une émission qui s'appelait Entrée sans frapper, Ah, tous bien les sûr, soirs, de évidemment. minuit à 1h du matin. Évidemment. Et alors, encore un crime de lèse-majesté. Qui produisait son expression? Alors, c'était, moi, ce que je connaissais, c'était El Kabash Ah, et Louis Berriot d'accord. pour la télé. Mhm. Alors, après, il y avait une productrice, mais j'ai oublié son Oui, nom. c'est pas grave. Je crois qu'elle s'appelait Françoise de son prénom. D'accord. Et en tout cas, c'était assez difficile pour moi parce qu'à l'époque, j'étais comédienne. Et une comédienne qui venait prendre la place d'une animatrice, c'était pas très bien vu. L'inverse s'est fait aussi. Hein. Oui. Christine Fabrega a joué dans des films avec Lino Ventura. Oui, oui. À suivre. Alors, donc c'était difficile parce que les animatrices n'étaient pas contentes. D'accord. Et d'autre part, du côté du cinéma, c'était difficile aussi parce que les producteurs, ils disaient, bah, alors qu'est-ce qu'elle fait là? Donc j'ai brouillé mon image. À l'époque, on n'était pas animatrice et comédienne en même temps. On ne faisait pas de télé. C'est bien dommage. Et donc aujourd'hui, c'est le contraire. Surtout aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ouais. Si vous présentez la météo, vous avez toutes les chances de devenir vedette de cinéma. Donc, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le cycle de la vie, les choses changent. En tout cas, moi, après cette expérience difficile, j'ai eu envie de prendre du recul et de réfléchir à la manière dont je voulais faire mon métier, parce que je ne voulais pas être rangée dans une case, je voulais pouvoir chanter, danser, jouer la comédie, pleurer, faire des claquettes, et je ne voulais pas être seulement... Donc vous auriez été une artiste du musical. Voilà. On est bien d'accord. Et donc, j'ai voulu prendre une année sabbatique pour réfléchir, et c'est là où j'ai découvert que j'étais capable de peindre, parce que je n'allais pas rester chez moi à ne rien faire. Et donc je me suis acheté des toiles et des pinceaux et des tubes, et j'ai commencé à peindre. Et là, ça a été la révélation pour moi, parce que découvrir que j'étais capable de faire quelque chose de mes doigts, créer, ça m'a rendue invincible en fait, parce que tout à coup je n'étais plus une marionnette qui n'existe que dans le regard du réalisateur ou du metteur en scène ou dans le désir du public, mais vous avez réalisé aussi. Non, pas à cette époque, c'était pas encore. C'est après. Mais là, à ce stade, voilà, j'ai accouché de moi, et de voir que j'étais capable de peindre a été très révélateur pour moi. Et c'est donc pendant cette période peinture que j'ai lu ce texte qui m'a bouleversée, qui s'appelait Le Boucher, et que j'ai eu l'idée de remonter sur scène avec ce texte érotique. Voilà. Alors, c'est aussi un texte qui a fait beaucoup parler de lui. Ça n'a pas non plus été simple, ni de le monter, ni de le jouer.
Mais voilà, je l'ai fait. Oui, en effet. Et après, j'ai enchaîné avec ce scénario de film. Et puis je l'ai réalisé. Et voilà, j'ai réalisé. J'étais auteur, réalisateur, producteur, comédienne principale. Alors on m'a dit, eh bien maintenant, vous n'avez qu'à le distribuer. Alors il a fallu aussi que je le distribue. Et le film est sorti dans très peu de salles, évidemment, puisque je n'étais pas un distributeur confirmé. Bien sûr. Je n'ai eu que 7 salles parisiennes et le film a quand même fait 153 000 entrées. Et quand il est passé à la télé, j'ai fait 7 129 080 téléspectateurs face Exactement. au foot sur TF1, Bravo. PSG Guingamp, match de la Ligue. Voilà, ça a été un énorme succès. Ah, oui. Il n'y a pas de... Ouais. Hein? Alors, est-ce que vous avez fait du doublage, vous? Non. Jamais. Non, je n'ai pas eu besoin de, de postuler dans ce domaine parce Mais que vous n'avez pas fait aussi de la post-production, ça vous est pas arrivé, par exemple, une scène? très peu. Puisque je travaillais sans arrêt, en fait, je n'ai pas eu de plage suffisante pour démarcher la post-prod, la post-synchro, la Oui, bien synchro, sûr, etc. bien sûr. Et c'est un métier assez fermé et qu'il faut pratiquer depuis beaucoup de temps pour que les gens vous acceptent, Sauf vous si vous avez une belle intègrent. voix. Oui, mais Vous avez une belle voix, vous. oui, c'est pas une question de voix, c'est une question d'être là depuis longtemps, quoi. Oui, mais en Et France, le d'être problème, c'est rentré. que, on a discuté avec d'autres comédiens, c'est des cases. Oui, c'est Si ça. quelqu'un fait du doublage, on évite qu'il fasse Ben autre oui, chose. difficile C'est d'en dommage. sortir. Le seul qui soit sorti. Non, on oblige plutôt, si tu es dans le doublage, Tu- tu peux faire comédien de théâtre, mais après le cinéma, on va moins t'appeler parce qu'on sait que tu as du travail dans le doublage. Oui, mais enfin, c'est vraiment Hein? ce Dommage. métier. Il y a des cases partout, quoi. En France surtout. Des familles. En Ouais. France. Peut-être, je sais pas. Aux États-Unis, il n'y a pas de Ouais, case. oui. Bon, en tout cas, voilà. Et je n'ai pas fait de doublage. Mais j'aimerais bien en faire aujourd'hui. Ouais, vous avez une belle voix, vous. Ce serait confortable. Ouais. Vous pourriez faire, je sais pas, des contes aussi. Oui, Des contes d'enfants, ce serait Ouais. sympa. Mhm. Hein. Puisque Marlène Jobert en fait aussi. oui. Alors, est-ce que vous jouez d'un instrument de musique, vous? Il manquerait plus que ça? De quoi Un instrument de musique? Oui, j'ai appris à jouer du piano. Pendant longtemps, j'ai eu un C'est piano. parfaite. J'ai eu un piano à la maison, mais je l'ai plus. D'accord. Et voilà. Alors, mon patron, qui est israélien, a joué 15 ans, Ouais, formé par Michel Berger. ouais. Est-ce que ce serait le piano, évidemment, avec le violon, plutôt de la communauté, ces instruments, puisque on entend tout le temps piano, violon chez le monde juif, Oui. hein, ça revient souvent. Ben, c'est-à-dire que mon père, petit tailleur sur mesure, évidemment, il avait beaucoup d'ambition pour moi et il m'a payé des cours de piano alors que vraiment c'était pour lui difficile puisqu'il D'accord. n'était pas très riche. D'accord. Votre papa qui s'appelait donc Bryce? Non. Samuel, D'accord. Et votre maman? ma mère s'appelait Charlotte, D'accord, non, mais nom de jeune fille? Gerstenfeld. D'accord. Donc c'est votre papa qui est d'origine juive? Non, ils sont tous les deux. Tous les deux? Ben oui. D'accord. Non, parce que... Gerstenfeld, c'est Oui, d'accord. champ de blé, je crois. Voilà. Parce que nous avons une émission qui décortique ça, et c'est une bêtise de croire que c'est que de la maman qu'on est juif. Hein. Ah On oui, est oui. aussi du papa, Oui, faut le savoir. Mm. Parce que nous on a une émission qui s'appelle d'Israël à aujourd'hui, ouais. et qui explique ça. Ah, très bien. Ouais, d'accord. Si tout le monde croit que c'est que de la maman, Non. c'est faux. Ça peut être aussi du papa. Est-ce que vous êtes écolo, vous? Alors, on ne En fait plus, pas, vous êtes ascendant vierge. on ne fait pas Il y a beaucoup d'image. d'écolos chez les vierges. On ne fait pas d'image. Alors, D'accord. je ne peux pas vous montrer quelque chose que j'ai fait. Hmm. Mais en tout cas, en bas de chez moi, Mhm. j'ai végétalisé 3 pieds d'arbre. Oui, mais je peux le prendre en photo et le mettre Voilà, dans la page Facebook. voilà. Et donc, juste avant que vous arriviez, j'étais complètement bouleversée parce qu'on m'a volé une plante. Oh. Et quand vous sortirez de la maison, vous verrez que mes jardins
ont des belles plantes, de grosses plantes, des palmiers, voilà. Et je trouve tellement triste d'être régulièrement volé. Vraiment, c'est lamentable. Donc oui, dommage. je suis écolo, d'une certaine manière. C'est bien ça. J'ai la main verte et je ne peux pas vivre sans plantes. Très bien. Alors comment justement vous voyez évoluer la société, vous, au niveau du cinéma là? Est-ce que vous pensez que ça va être plus numérique et que c'est vrai qu'on y est un peu, mais... Ben oui, aujourd'hui on ne tourne plus en 35 mm. Mais est-ce que, je veux dire, vous, est-ce pellicule. que vous voudriez être né maintenant et travailler maintenant au cinéma? Ah ben, de toute façon, je vais vous faire un aveu. Hein. J'aimerais beaucoup être née maintenant. Une chose, mais croyez-vous que maintenant les comédiens se régalent plus qu'avant? Parce que je suis désolé, hein, même moi qui suis que de 65, j'aime le cinéma d'Audiard plus que presque le cinéma de maintenant. Oui, ça, je peux vous comprendre. Parce qu'à l'époque, on racontait des histoires. On essayait, enfin il y avait des polars, il y avait des films de genre. On racontait des histoires d'amour et on n'avait pas peur des sentiments. Aujourd'hui, on fait des films sociaux. Ouais, c'est ce qui me dérange, moi. Et donc, pardon, ce qui vous dérange? Trop de social. Oui. Et bon. On ne rêve plus au cinéma. Moi aussi, ça me gêne un petit peu. Parce que nous sommes d'une autre époque, sans doute. Alors, pensez-vous que le cinéma, il faut rêver au cinéma? Moi, c'est mon avis, mais il faut croire que les films de maintenant trouvent des producteurs d'abord, trouvent des moyens pour les faire. Donc, ça doit répondre à une demande, à une envie, à un désir, sans doute. Un critère, ouais. Donc, un critère aussi qui amène un certain budget. Ouais. Puisqu'il faut aussi peut-être faire du social, faire travailler différentes personnes qui vont amener un sujet bien précis. Ben, les films dits de société ne demandent pas de gros budget, et peut-être est-ce la raison pour laquelle on les fait plus facilement, disons, que quand il y a une machinerie incroyable, voilà, beaucoup de semaines de tournage, beaucoup d'acteurs, voilà. Mais moi, mon cinéma, effectivement, ce sont des films qui font rêver, mais qui sont intelligents, qui ont une réflexion, qui ont du fond. Tout à l'heure, nous parlions de Robert Redford. Je vais vous dire, Robert Redford, je n'allais pas le voir au cinéma parce que je le trouvais trop beau. Et je me disais, bon, être si beau, ça ne doit pas être intéressant. Et puis, j'ai découvert, et au milieu coule une rivière. Et là, il y avait de beaux garçons. En plus, et qu'il avait réalisé. Et je me suis dit, un homme capable de faire un tel film ne peut pas être mauvais. Et donc, à partir de là, j'ai vu tous les films de Robert Redford comme acteur, comme réalisateur, et je suis tombée dingue amoureuse de Robert Redford. Voilà. Vous avez choisi d'ailleurs une musique à Out of Africa. Out of Africa. Mais moi j'adore les 3 jours du Condor. Aussi, bien sûr. Avec bientôt, j'espère, je touche du bois, avoir l'interview de Max von Sydow qui joue dedans. Oui. Le curé de l'Exorciste, par exemple, pour les gens qui ne connaissent pas. Mais c'est vrai que Redford, Les Hommes du Président, il a fait des films poignants, intéressants. Voilà, quelqu'un qui a créé un cinéma à lui aussi. C'est un homme d'une grande profondeur probablement, et il était magnifiquement beau et très intéressant à tous les niveaux, un bel acteur. Nous faisons d'ailleurs 8 émissions sur Steve McQueen après vous là, et donc justement il a joué Butch Cassidy et le Kid, mais c'est Paul Newman qui devait avoir sa place, Steve McQueen qui devait avoir sa place. Ah ouais. Donc ça s'est décidé autrement. Ma chère Evelyne Dress, je vous remercie parce que vous êtes la femme que j'ai aimée au cinéma.
Merci de cette déclaration. Vous allez entendre la BO du film La liste de Schindler, composée par John Williams et Itzhak Perlman en 1993. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art, chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Retrouvez ce moment en libre accès sur rcnradio.info, page podcast.